Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle rencontre via le web, rencontre qui est organisée par le service prévention et promotion de la santé de Radiance Mutuelle et qui est représentée par Élodie Nati pour la région Bourgogne-Franche-Comté et moi-même, Françoise Gouin, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, notre démarche prévention s'articule, vous le savez, autour des grandes questions de santé publique, du bien-être, de l'activité physique également. Et en matière de santé bien-être, nos interactions sociales jouent, et notamment celles que nous entretenons avec nos proches, jouent un rôle important sur notre bien-être, interagissent avec notre bien-être, d'où l'intérêt du sujet que l'on vous propose aujourd'hui. Alors, vous pouvez retrouver toute la diversité des thèmes abordés avec les nombreux articles et conseils santé bien-être sur notre site radiance.fr. Le site vous renseigne également, bien évidemment, sur les activités de la mutuelle qui, au-delà des remboursements des soins, peut aussi assurer vos animaux de compagnie, peut vous proposer des solutions pour votre assurance voiture, votre protection juridique, vous proposez aussi des solutions pour votre épargne et pour votre retraite. Donc, allez-y régulièrement sur ce site. N'hésitez pas, parce que là, actuellement, il y a pas mal d'actions qui sont programmées sur nos deux régions. Et donc, si des événements à venir vous intéressent, pour la plupart d'entre eux, vous pouvez directement vous inscrire donc, via le site. Et si il y a des soucis, vous pouvez aussi contacter les chargés de prévention, Élodie et moi-même. Donc, vous pouvez vous inscrire souvent en ligne, pour que ce soit pour les conférences, les ateliers, les rencontres et autres propositions. Et puis bien sûr, les agences restent à votre disposition. Si vous avez des questions particulières ou si vous avez besoin de revoir vos contrats, n'hésitez pas, allez à leur rencontre. Le personnel des agences est toujours là pour vous recevoir. Revenons au sujet pour lequel nous sommes réunis ce matin. Nous évoluons dans un monde qui évolue lui aussi. Parents, puis grands-parents, les questions de parentalité s'exercent dans un contexte où les vies de chacun ont beaucoup changé par rapport aux décennies antérieures et avec plus de dialogue, plus de partage. Les échanges entre les grands-parents et les petits-enfants sont plus riches, plus denses et dans ce contexte, parents, grands-parents doivent trouver leur place à la fois au niveau éducatif et au niveau affectif, pardon. Alors, comment construire de bons échanges intergénérationnels, comment être à l'écoute, mais sans être intrusif et dans le respect de chacun? Comment se positionne le rôle des grands-parents aujourd'hui? Eh bien, pour nous en parler, nous avons vraiment la chance d'accueillir Monsieur Gérard Valla, qui est psychologue, psychothérapeute, conférencier. Il anime, si je ne me trompe pas, à peu près une trentaine de conférences par an. Il est aussi spécialiste en analyse transactionnelle. Il accompagne dans leurs tâches des professionnels, des enseignants, des soignants. Il intervient dans différentes écoles, Lyon, Genève, Bruxelles, Rabat aussi, je crois. Il est l'auteur d'articles publiés dans différentes revues spécialisées. Il est certifié en thérapie familiale, en travail corporel, une technique qui s'appelle bioscénario et en EMDR. Alors, j'espère ne pas faire trop d'oubli car vous l'avez compris, Monsieur Valla a un parcours à la fois très très riche et très dense. Sans plus attendre, on va lui passer la parole et je vais le laisser me reprendre si besoin pour rectifier ou compléter sa présentation. Alors, durant toute son intervention, on va vous demander de couper vos caméras pour qu'on ait vraiment à l'écran que son diaporama. Si vous voulez poser des questions, comme d'habitude, vous utilisez le chat. Mais par contre, cette fois-ci, on les relèvera directement et on les posera au fur et à mesure qu'elles nous arriveront. Et Monsieur Valla pourra vous répondre donc directement tout au long de son intervention. N'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Élodie et moi, on les relève et on les reformule. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser en compagnie de Monsieur Valla. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne conférence. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, voilà, excusez-moi, j'interviens juste pour les 2 personnes qui n'auraient pas coupé la caméra, si vous pouvez le faire, puisqu'on a des questions de droit à l'image. Le Et grand cette petit-fils, quel dommage.
Oui, voilà, ben, on pourra peut-être à la fin, quand l'enregistrement sera terminé, voilà, tous se voir. Je pense que ça peut être une bonne idée pour se saluer. Mais voilà, au cours de l'intervention, on est obligé. Mes excuses. Voilà, bah, écoutez, Monsieur Valland, on vous laisse Merci. commencer votre intervention. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Françoise pour cette introduction. Bonjour à chacun. Je ne sais pas si ça... Non, ça n'apparaît pas en plein écran, ma présentation. Tout est bon. Vous pouvez avancer. Ah, On voit tout ce qu'il faut. bon, eh ben, je continue comme ça alors. Bien, donc je suis effectivement psychologue et psychothérapeute depuis 40 ans. Je travaille avec des parents, des enfants, des adolescents. Et puis je suis aussi parent et grand-parent, avec plaisir, avec bonheur et avec beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations que j'entends aussi chez les grands-parents que je reçois et avec qui je partage, puisque j'anime des groupes de seniors, surtout pour continuer à être en bonne santé. Et comme l'a dit Françoise, pour continuer à être en bonne santé, il nous faut un des critères importants, développer des bonnes interactions avec le monde, avec nos collègues, avec nos amis et avec notre famille. Et malheureusement, j'entends aussi beaucoup de souffrances et de douleurs, de difficultés, souvent après les conférences des grands-parents qui viennent me dire « Oh, ma belle-fille, qu'est-ce qu'elle est emmerdante, elle fait des trucs, elle le laisse tout faire, ou elle est trop sévère. » On entend plein de choses intéressantes qui permettent de se dire que être grand-parent n'est pas si simple. C'est un grand bonheur, effectivement, mais c'est aussi quelquefois beaucoup de questions qu'on peut se poser sur comment développer cette fonction dans un monde qui change, comme le disait Françoise, avec à la fois beaucoup plus de dialogue et d'échange et d'attente dans les relations, et aussi avec une durée de vie qui se prolonge. Et cette durée de vie fait que on est grands-parents plus longtemps et que nos petits-enfants auront peut-être la joie d'avoir vraiment des grands-parents qui, entre deux voyages en Égypte ou ailleurs, prennent le temps d'être avec eux et de vivre des choses agréables. Voilà du bruit. Donc, pour cette présentation, je vous propose la structure suivante. Nous allons parler de ce nouveau statut, de cette nouvelle place de grands-parents, comment nous la prenons et comment nous la vivons, comment nous sommes grands-parents dans une position affective différente. Nous ne sommes plus parents. C'est un avantage de ne pas avoir le souci constant de l'avenir de nos petits-enfants et que nous pouvons développer de la complicité, c'est-à-dire une forme d'amour particulière. Nous allons être des transmetteurs aussi. C'était comment le monde d'avant, disent nos petits-enfants. Et ils ont plaisir à poser des questions sur c'était comment avant. C'était pour eux de la préhistoire, bien sûr, mais pour nous, c'est juste de l'histoire. Et nous regarderons ce que nous avons à transmettre, peut-être du sens de l'existence. Comment peut-être nous avons un rôle particulier pour être des faiseurs de paix, parce que j'ai autour de moi, dans mon environnement, vous me direz si c'est votre cas aussi, bien des grands-parents qui ont des tensions et des ruptures quelquefois, et douloureuses, où les petits-enfants vont être privés de leurs grands-parents. Et puis, grands-parents, c'est quand même aussi un temps de vie pour nous, d'abord pour recevoir de nos petits-enfants, mais aussi pour prendre soin de nous, puisque on verra que d'être absorbé complètement dans ce rôle de grands-parents, quelquefois est source d'épuisement. C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui chez les grands-parents, chez les parents qui souffrent de stress et d'épuisement. C'est la conférence qu'on me demande de plus, comment être parent sans s'épuiser. Eh bien, une des solutions, c'est d'avoir des grands-parents disponibles. Donc, ce rôle de grands-parents qui arrive, eh bien, c'est un nouveau statut, une nouvelle place, avec chaque fois des changements et des deuils. Ce nouveau statut qui ne dépend pas de nous. Il y a des statuts professionnels qui dépendent de nous. Il y a des statuts d'être parents. Quand nous avons été parents, dans notre génération, en général, nous l'avons plus ou moins prévu et décidé. Et lorsque nous sommes grands-parents, eh bien, c'est l'arrivée d'un enfant chez nos enfants. Et ce n'est pas à nous de le décider quand est-ce que ça arrive. Donc, nous allons changer d'étage. Nos chers enfants deviennent des parents et nous devenons
des grands-parents ou des beaux-parents, parce qu'en France, nous avons un problème quand les parents divorcent et que nous avons des nouveaux conjoints qui apparaissent, comment on les appelle, hein? On appelle les beaux-parents, mais les beaux-parents, c'est pas tout à fait le même sens. Les Québécois appellent ça les parents sociaux, le père social ou la mère sociale, c'est-à-dire celui qui assume une fonction mais qui n'est pas le géniteur. C'est la même question que vont se poser certains grands-parents qui ne sont pas les géniteurs, ce n'est pas leur fils naturel, biologique, mais ils ont cette fonction de beaux grands-parents, hein, ou souvent de grands-parents de cœur. C'est souvent un terme qui est tout à fait adapté d'être des grands-parents de cœur. Et ces grands-parents de cœur, eh bien, vont créer une nouvelle famille avec des places différentes. Nous perdons. C'est la première chose peut-être que nous avons regardé dans ce travail de deuil. Nous perdons une fonction qui est notre fonction parent. Cette fonction, elle a une limite et elle va se terminer et s'arrêter. Et ça, c'est pas facile aujourd'hui, puisque nous observons dans l'adolescence des périodes où les enfants vivent plus longtemps dans leur famille. Dans bien des cas de notre génération, lorsque nous étions adolescents, vers 18-20 ans, nous arrivions à l'âge adulte et on avait une hâte de se casser de chez ses vieux pour pouvoir être libre, pour pouvoir vivre notre vie et souvent assumer des responsabilités. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Et on assiste aujourd'hui à des séparations qui sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus lentes. C'est-à-dire qu'entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, il y a cette période, alors qu'on appelle adolescent, adultescent, où les enfants sont en âge biologique d'être adultes, de prendre des responsabilités, mais ils préfèrent que ce soit les parents qui continuent à payer le loyer ou à payer les factures d'électricité. Eux, ils vont plutôt s'occuper de leurs loisirs et peut-être de voyager, de vivre dans le monde. Donc les liens affectifs de parents vont être très forts et rester forts longtemps. Vous avez tous ce film Tanguy, ce phénomène Tanguy, où les enfants reviennent régulièrement et reprennent une posture d'enfant. Je pense à une de mes voisines qui disait, Sophie est médecin, elle va faire des actions dans le monde, etc. Et quand elle revient, c'est une ado. Quand elle repart, c'est une adulte responsable. Donc, on ne sait plus bien quelle posture avoir lorsque nos enfants deviennent des parents. Est-ce qu'on continue à s'occuper d'eux, leur dire comment ils doivent faire, ou est-ce qu'on leur lâche la bride et qu'on leur donne des responsabilités? On voit ça d'ailleurs chez les adolescents, qui ont des difficultés avec leurs parents parce qu'ils ont des parents super. Ils assistent aux conférences, il y en a partout où on nous dit comment être parent. Les parents veulent être de bons parents, les adolescents sont en difficulté pour être en crise, pour oser s'opposer. Et on voit des crises d'adolescence, justement, qui vont se passer à 40 ans. C'est un peu difficile et c'est plus douloureux. C'est comme les oreillons. Quand on les a tardivement, des fois, ça fait des conséquences plus difficiles. Et donc, cette crise, ce passage, cette perte pour les parents de la fonction de parent, je ne suis plus parent de mes enfants, je suis grand-parent de mes petits-enfants. Et c'est plus à moi de diriger mes enfants. Et c'est pas très facile puisque, effectivement, dans la relation parent-enfant, on va être dans l'écoute, bien sûr, la reconnaissance réciproque, les bons conseils qu'on va leur donner, et on va passer par un bilan. Par un bilan où on va regarder, souvent ça se passe dans l'adolescence, qu'est-ce qu'on a fait de bon comme parents? Comment on a été des bons parents? Alors, en général, si nos enfants sont là à nouveau être parents, c'est qu'on n'a pas été si mauvais que ça. Mais aussi, si nos enfants nous quittent et puis vont créer eux-mêmes leur nouvelle famille, c'est qu'ils vont faire des choses nouvelles, différentes, exprimer quelquefois des manques, des regrets, des frustrations. Papa, t'as été des fois un peu trop sévère, ou des fois un peu trop absent, ou des fois trop cool. Tu m'as laissé faire des choses que tu n'aurais pas dû. C'est le moment du bilan et qui va s'amplifier parce que eux se rendent compte ce que c'est que d'être parents.
c'est pas toujours facile, hein. Je pense à ses amis qui ont été d'assez bons parents, ils ont eu leurs 3 enfants, et une de leurs filles commence justement à envisager d'être parent et commence à leur rentrer dedans au sens de dire, il y a des choses qui ont été sympas, vous avez été aidant pour moi pour m'aider à grandir, vous m'avez soutenu pour que je puisse faire des études, mais quelquefois vous avez été emmerdant, vous avez été pénible, vous avez été dévalorisant pour moi, et ça c'est difficile, c'est douloureux, maintenant que je suis en thérapie, je vois bien, vous voyez, méfiez-vous des thérapies, des fois, je vois bien comment c'est difficile des choses que je gardais de vous, de mes dévalorisations, de mes souffrances. Et les parents sont outrés d'une chose pareille, de dire comment on a fait tout ce qu'on a pu, on a été les meilleurs possibles, et tu oses faire des reproches à tes parents. Eh oui, avant d'être maman, avant que ses parents deviennent grands-parents, elle a des choses à leur dire pour faire un bon bilan, et pour pouvoir sortir en paix, et pour pouvoir se libérer de ce qui lui reste de cette période précédente. Et comme c'est difficile pour les parents d'entendre ça, parce que la crise d'adolescence est trop tardive, alors ça va se terminer par une rupture. Et ça, c'est douloureux. C'est douloureux parce que ces parents vont se retrouver en difficulté pour voir leurs petits-enfants. Ces petits-enfants vont être en difficulté pour avoir accès à leurs grands-parents. Parce que les parents veulent continuer à être des parents de leurs enfants qui deviennent parents. Difficile à vivre, hein. Donc nous avons à accepter ces moments de bilan que nos enfants vont faire régulièrement et peut-être de mettre en place des rituels qui permettent de se dire, eh bien, comment je vais signifier à mes enfants qu'ils sont en train de changer de position et que moi, je suis en train de changer de position. Je me souviens encore avec émotion le jour de la naissance de ma première petite fille où j'ai invité au restaurant mon fils pour lui dire, ça y est, je serai toujours ton père, mais de façon différente, parce que maintenant c'est toi qui es père, et je te souhaite que cette expérience soit aussi intéressante que la mienne, et peut-être dans celle que nous avons vécue ensemble, tu as encore des choses à me dire et à partager pour être pleinement libre dans ce que tu vas faire, où tu feras des choix sûrement qui seront différents de ceux que nous avons eus avec toi. Dans chaque fois que nous avons un changement dans la vie, eh bien, on dira, ça change rien, c'est toujours mes enfants, hein, c'est toujours mon petit chéri. Et on le voit bien chez les adolescents, quand on commence à continuer à dire ma puce, ma chérie, c'est insupportable pour eux. Non, ça change quelque chose, hein. Et nous avons souvent des ressentis, des émotions que nous aurons à gérer entre grands-parents, hein. Ah, ça m'agace de voir comment elle nourrit sa gamine, c'est pas normal, on voit bien qu'elle a faim, puis elle pleure tout le temps, mais pourquoi elle s'en occupe pas, et puis elle la porte trop, ça va lui donner... Ouais, on a des choses qui nous dérangent parce que c'est pas tout à fait comme on voudrait faire. On voit bien nos enfants et beaux enfants, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, notre belle-fille, ou notre beau-fils, ou notre gendre, de voir les façons différentes de se positionner. Hein. Et puis, des regrets. Ah, c'est vrai, je vois que la façon dont elle lui apprend la propreté, finalement, c'est pas si mal, c'est moins brutal que ce que j'ai vécu. Ah, c'est dommage, j'aurais dû faire comme ça. Oui, il y a un peu de tristesse. Et puis, ils nous demandent plus rien maintenant, ils se débrouillent tout seuls, ils ont plus besoin de nous. Hein. Ou des fois, ils nous disent laissez-nous tranquilles. Ma belle-fille m'a dit ça un jour. Je sais que tu es psy, mais je ne veux pas que tu fasses de remarques sur ma façon d'éduquer mes enfants. La directrice d'école, elle sait quand même bien faire. Hein. Et même je vois des fois ton regard et tes mimiques. Alors, je dois respirer et faire attention que quand je suis en face, je ne fais pas trop de remarques. Sauf, dit-elle, lorsque je te demande conseil. Là, je veux bien que tu réponds. Bonne définition, pas facile, qui m'oblige à être hyper attentif à l'avenir, à ce que je vais pouvoir dire et comment. Hein. C'est ce qui fait que on discute, on échange, on négocie. Hein. Est-ce que j'ai le droit d'emmener tes enfants marcher dans la boue et se salir dans la forêt de temps en temps, hein, ou de pisser dehors, alors que tu n'acceptes pas ça? Comment on va pouvoir ajuster une fonction éducative chez les grands-parents qui est différente d'une fonction éducative chez les enfants.
hein. Et puis tout ça va permettre de faire de nouvelles expériences, d'avoir de nouvelles compétences, hein. Je pense à ces jeunes parents qui me disaient, mais quand je vois mon père qui est devenu grand-père, il est tellement sympa, comme ce beau grand-père qu'on vient de voir en image tout à l'heure avec son petit-fils. Mon père est tellement sympa avec ses petits-enfants que c'est inadmissible, je ne comprends pas. Il n'est jamais été comme ça avec nous. Avec nous, tu étais dur et maintenant que tes petits-enfants, c'est tout sympa. Ben oui, eh oui, grands-parents, c'est développer des nouvelles compétences, des nouvelles formes d'amour, des nouvelles formes d'attache. C'est quand même ça qui rend cette fonction intéressante, hein. Et peut-être c'est intéressant de se dire, tiens, et vous, ça s'est passé comment ce passage avec vos enfants qui deviennent adultes? Est-ce que vous avez mis en place des rituels? Est-ce que vous avez marqué ce passage où nos enfants commencent à devenir parents? Est-ce que vous avez eu des temps d'échange sur ce point? Est-ce que vous avez pu faire un bilan, de se dire, tiens, toi, comme enfant, quel bilan tu fais de ton enfance? Qu'est-ce que tu vas garder de tes vieux parents? Qu'est-ce que tu vas faire de différent? Comment tu vas t'y prendre différemment? Qu'est-ce que tu as envie de différent dans l'éducation de tes enfants, vu ce que tu as appris? Quand un jour mon fils m'a dit, moi je t'ai vu bosser tout le temps, tu t'as manqué quelquefois à tes enfants, je ne ferai pas comme toi, je serai un parent différent et j'investirai davantage ma vie familiale que ma vie professionnelle. Ah, intéressant. Tiens, moi, ça m'intéresse de voir comment tu vas faire. Tu réussiras sûrement mieux que moi, je l'espère en tout cas. Est-ce que tu as des reproches? Est-ce que ces reproches, nous avons pu les entendre avec bienveillance? Si nos enfants ont encore des reproches à nous faire sur la façon dont on les a éduqués, c'est qu'ils nous estiment assez solides pour pouvoir le faire. C'est pas parce qu'on est mauvais, c'est pas parce qu'on est méchant, c'est juste parce qu'ils ont des choses à nous dire pour pouvoir se libérer et se mettre en paix avec nous souvent. C'est ça qui va permettre le pardon. Oui, je sais que j'ai été absent. Peut-être j'ai été trop dur, peut-être j'ai été trop laxiste, peut-être il y a des choses que j'ai faites qui ont été douloureuses pour toi, au lycée, au collège, peut-être dans ta petite enfance. Est-ce que tu m'en veux encore de ça? Est-ce que tu as encore des ressentiments, hein? Et est-ce qu'il y a des choses que maintenant que tu es adulte, tu perçois que tu n'as pas pu me dire? Tous ces éléments vont enrichir notre vie avec nos enfants et bien sûr avec nos petits-enfants, puisque nos petits-enfants verront comment leurs parents sont avec leurs propres parents. Des réflexions, notez vos réflexions là-dessus et vous pouvez les partager sur le chat ou avec Françoise. Oui, n'hésitez pas. Voilà, nous, on peut transmettre vos messages, donc n'hésitez pas à donner un petit témoignage, un petit ressenti sur le chat. Voilà, oui. Exprimez vos ressentis et Françoise interrompra le psy, comme nos enfants peuvent nous interrompre lorsque nous faisons des trop grands discours. Nos enfants deviennent des parents. Nos chers petits, les voilà qui vont avoir des responsabilités par rapport à un enfant. Lorsque l'enfant arrive, eh bien, nos enfants ont un nouveau statut. Et ce nouveau statut, il a besoin d'être légitimé. Quand j'anime encore des conférences pour les parents, souvent des jeunes parents, qui disent, est-ce que c'est bien comme je fais? Est-ce que c'est bien de le laisser pleurer? Est-ce que quand il fait sa crise, il faut le laisser tout seul? Ou est-ce qu'il faut partager avec eux? Je ne sais pas, parce que c'est d'un psy à l'autre, d'une conférence à l'autre, d'un livre à l'autre, d'un YouTube à l'autre, on n'a pas les mêmes conseils. Hein, les psys ont plein d'idées différentes et c'est pas toujours facile pour nos enfants d'avoir une bonne reconnaissance, une bonne sécurité dans leur nouveau statut de parents. Et cette légitimité, elle va venir du social. Là aussi, les travailleurs sociaux ont souvent un rôle important. Quand la puéricultrice arrive ou l'assistante sociale arrive dans la famille, puis dit, oh non, non, faut pas le nourrir comme ça. Ah, pour les couches, faut mettre comme ça. Ça fait une difficulté, une souffrance. Quand la puéricultrice arrive et dit à la maman, tiens, montrez-moi comment vous faites. Ah bien, ouais, ça c'est juste, bien comme ça. Oui, ah oui, regardez-le, laissez votre portable, regardez-le quand vous êtes en train de le nourrir, mettez-vous dans ses yeux. Ah, c'est juste, il y a une validation. Et ayant travaillé beaucoup avec les sages-femmes, les puéricultrices, les services de PMI, on voit bien l'importance que la légitimité sociale apporte à nos enfants qui deviennent parents.
ils ont des doutes, hein. Si on se rappelle, nous aussi, quand on a eu notre premier enfant en particulier, c'est comme ça. C'est pour ça que nos premiers enfants, souvent, ont beaucoup plus d'inquiétude et d'angoisse. Ils ont piqué nos angoisses de dire comment on va faire pour assumer les responsabilités. Vous vous rappelez? Je me rappelle quand j'ai été parent pour la première fois et que je disais à une vieille dame de mes amis, oh là là, les soucis la nuit, est-ce qu'il faut se réveiller, pas se réveiller, quand il pleure, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Elle m'a dit, oh oui, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Et elle avait raison, mais ça m'énervait à ce moment-là qu'elle me le dise. Mais c'était combien utile cette reconnaissance, de dire j'ai été mère, j'ai accompagné des enfants, et on se pose beaucoup de questions, on est inquiet, hein. Quand ma belle-fille était enceinte et qu'elle posait des questions de comment je vais faire, tout ça, elle lisait plein de bouquins de psy, bien sûr, pour bien être une bonne maman. On lit pas seulement le Laurence Pernou, maintenant on lit plein d'autres bouquins. Et je lui ai offert comment ne pas être une maman parfaite. Et elle me dit, c'est peut-être celui-là qui m'a le plus aidé, hein. Comment nous pouvons accepter que nos enfants vont chercher comment être parents, vont s'ajuster, vont appliquer des principes, puis les rejeter. Toute cette reconnaissance, elle va aussi venir de leurs parents. Et en tant que papa, en tant que maman, en tant que grands-parents, nous avons à reconnaître nos enfants comme parents. Ouais. Je voyais mon fils prendre sa petite fille dans les bras et la regarder pleinement, dire ah, c'est beau comme tu es. Et les infirmières disaient oh, le beau papa, comme il est juste avec sa petite fille. Ouais, c'est juste. Je vois comment tu sais déjà assumer cette fonction paternelle. Comment ma belle-fille commence à assumer la fonction maternelle. Nous avons une pédagogie de la compétence, hein, de la bienveillance à développer. Et c'est quand même une évolution sociale qui est tout à fait intéressante. Nous avons, et nous le savons, nous avons besoin de la reconnaissance de nos parents, hein. Quand nos parents désapprouvent nos choix éducatifs, eh bien, c'est souvent douloureux. Bien sûr, ils ont besoin de reconnaissance de l'autre parent, et puis la reconnaissance des enfants, hein. Ce grand-père qui a amené son petit-fils aujourd'hui avec lui, qu'est-ce qui se passe, hein? Ah, ça ne devrait pas être là-dedans, machin. Il faut que je éteigne ce truc-là. Hop. Option. Supprimer. Non, non, ça ne supprime pas. Il faut que j'enlève ça. Il était WhatsApp. C'est sympa de me dire que je viens pas à la danse, mais il faut que ça s'exprime, ça. Voilà. Non. J'ai un problème. Oui, on a perdu votre PowerPoint par contre. Ah, vous avez perdu mon PowerPoint. C'est pas normal, mais je vois que mes messages arrivent ici. Ils devraient partir. Non, mais ils veulent pas. Non, mais on les voit pas, vous inquiétez pas. Donc vous Vous les pouvez, voyez? Ah oui. Non, 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 vous Parce pouvez que remettre votre PowerPoint. je fonctionne avec 2 ordinateurs. Je ne sais plus bien comment faire. Alors, je remets tout ça. Voyons voir. On n'a plus le plein écran. Oui, voilà, mais ça devrait revenir, je pense. Voilà, super. C'est bon. Hein, vous l'avez, c'est bon. On l'a. Donc, nous avons besoin de stimuler cette légitimité entre conjoints, hein, et on voit bien comment la mère va reconnaître la fonction du père, hein, et comment le père va légitimer la maman qui va faire un lien avec son enfant, hein. Là aussi, quand j'accompagnais des jeunes parents, je voyais bien si le père soutenait, je pense à cette petite fille qui hurlait tout le temps, et quand le père disait à la mère, mais non, tu ne dois pas faire comme ça, mais Aletta Solter disait qu'il ne fallait pas faire comme ça pour le bébé hurlait de toutes ses forces. Donc on va soutenir ce jeune couple pour que eux ensemble soient solidaires et soutenir comment ils peuvent se reconnaître l'un l'autre, hein. C'est quelque chose qui va être essentiel pour eux. Et puis pour nous, ce sera un accueil inconditionnel. On va lâcher la fonction éducative. C'est quand même un soulagement d'une certaine façon. Bien sûr, quand nous gardons, comme nous sommes de garde avec nos petits-enfants, eh bien, nous allons prendre soin d'eux et mettre un certain nombre de règles, de normes pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions de sécurité. Mais l'essentiel pour nous va être de développer
une fonction éducative inconditionnelle. Nous n'avons pas la responsabilité de choisir, de faire l'école qu'ils vont faire, la crèche qu'ils vont choisir, les jeux éducatifs qu'ils vont choisir. On va être là, disponible pour eux, dans cet amour inconditionnel dont a besoin l'enfant régulièrement. Un lieu ressource, un support de résilience. C'est intéressant de prendre cette notion de résilience, qui est d'actualité, avec Boris Cyrulnik, qui l'a beaucoup développé dans ses ouvrages. Ça veut dire quoi la résilience? Ça veut dire que c'est chez le grand-parent que des ressources vont être trouvées si les parents divorcent, si on est fâché avec la maman, si le petit chat est mort. Le papy, la mamie va être souvent un endroit de ressources. Je travaillais en établissement et je voyais des enfants ou des adolescents arriver en grande souffrance et avec des dossiers énormes sur les souffrances et l'histoire des enfants. Et quand je voyais cet enfant ou cet adolescent pas si abîmé que ça d'une certaine façon, je regardais dans le dossier où je posais la question à cette personne et il y avait derrière un grand-père ou une grand-mère qui avait assumé une présence affective, un soutien, une solidarité. Et ne nous y trompons pas, si nos liens sont avec nos petits-enfants inconditionnels, nous allons être des supports de résilience. Je pense à cette maman, mais je crois qu'elle n'est pas là, cette mamie qui m'appelait il y a quelque temps, puisqu'elle a un petit garçon qui a 4 ans maintenant et qui adore sa mamie et qui est en bon lien, qui aime bien aller dormir chez sa mamie. Et puis, il commence à dire « Mamie, je ne veux pas venir chez toi, je ne veux plus y aller ». Et la mamie se dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas juste. Pourquoi il fait ça maintenant? En explorant un peu ça, on s'aperçoit que les parents sont en train de se séparer et que c'est difficile. Et comme le petit garçon grandit, il va avoir 5 ans bientôt, les parents, quelquefois, le dimanche matin, ils le laissent tout seul dans son lit et ils se disent, ils vont disparaître. Et puis ils se disputent. Puis ils se séparent, puis papa est allé habiter ailleurs, et puis c'est l'alternance. Il veut plus être déplacé comme ça, et il veut plus aller chez sa mamie parce qu'il a peur, sans doute, que peut-être que ses parents vont disparaître pendant ce temps-là. On sait comment, à 4-5 ans, les enfants ont beaucoup de peur. Et la mamie dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle en fait une affaire personnelle, de se dire, eh bien, certainement que j'ai fait quelque chose de pas bien. Alors que l'enfant est en train de dire sa peur à sa mamie, parce que c'est là qu'il peut la confier. Et lorsque la mamie pourra lui dire « Tu as peur, si tu viens chez moi, que tes parents disparaissent ?»« Oui, parce que des fois, ils s'en vont tous les deux, puis maintenant, c'est papa qui est parti, et c'est pas lui, et j'ai peur de me retrouver tout seul, il faut que je reste tout le temps là, à la maison, je ne veux plus venir chez toi. » Quelle confiance il fait avec cette mamie, quelle bienveillance à cette mamie de pouvoir comprendre ses peurs et qu'il y a un endroit où il peut les dire et où il peut être rassuré. Nous sommes un lieu ressource pour les parents. Alors, qu'est-ce qui me fait arrêter la présentation? Bizarre. Bon, devrait aller pour continuer. Oui, ça marche. Et nous avons besoin de cet amour inconditionnel pour cet enfant, quoi qu'il exprime, et cet amour inconditionnel pour cette nouvelle famille. C'est pas seulement pour l'enfant que nous aimons bien, nous avons à faire attention de ne pas mettre l'enfant en conflit de loyauté entre ses parents et sa famille. Arrêtez qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, je peux plus, tiens. Si, là, c'est bon. Et donc, avec une évolution de l'éducation, nous allons développer un lien particulier avec nos petits-enfants. Et c'est cet amour inconditionnel que nous allons développer qui va aussi changer notre perception de l'éducation et peut-être notre perception de nos enfants et beaux-enfants. Je pense à cet exemple de ce grand-père qui me raconte qu'il reçoit son petit-fils, là aussi qui a 4 ou 5 ans, et le petit-fils est en train de jouer, et le grand-père dit « Allez, à table, on mange !» Et le petit-fils se met face de son grand-père, dit « C'est pas toi qui vas me commander, hein ?» Le grand-père rentre dans une rage. « Comment ça, c'est pas moi qui vais commander? Non mais,
Et c'est pas possible. Ici, c'est moi qui commande, tu viens à table et tu te tais. Non, mais c'est incroyable, les enfants maintenant. Ils n'obéissent plus, dit ce grand-père. Il pose la question, est-ce que c'est comme ça que vous avez aidé votre fils? Ah ben, il avait intérêt à obéir, oui, il a toujours obéi. Et maintenant, comment il fait avec ses petits-enfants, avec ses enfants à lui? Eh ben, il laisse tout faire. Ben oui, eh oui. On comprend qu'avec une éducation très stricte du grand-père, son fils a commencé à imaginer une éducation un peu plus libre, un peu plus responsable. Mais le grand-père ne supporte pas ça, que son petit-fils lui fasse face. Jamais son fils n'a osé lui faire des choses pareilles. Ça devient compliqué, l'éducation, hein. C'est des conflits aussi chez les psys d'ailleurs. Est-ce qu'il faut plus de liberté? Est-ce qu'il faut plus de bienveillance? Est-ce qu'il faut tolérer des choses ou pas? Regardons cette évolution qui va entraîner entre les parents et les grands-parents des conflits de loyauté, et les enfants vont devoir vivre dans des systèmes différents, ou peut-être chez les grands-parents c'est un peu plus strict, ou des fois c'est un peu plus cool. Surtout, c'est intéressant de bien faire la différence pour ne pas mettre nos enfants tiraillés entre les rivalités et oppositions entre adultes. Et les principaux problèmes qu'on rencontre entre les parents et les grands-parents, c'était l'objet d'une étude de l'UDAF, eh bien c'est sur la mentalité, sur les modes de vie, sur les principes d'éducation, sur le laisser-faire des grands-parents ou des parents. C'est les enfants quelquefois qui se disent mes grands-parents, mes parents, ils laissent tout faire maintenant, alors qu'avant ils étaient sévères. Ah ben c'est trop cool chez les grands-parents. Et puis les enfants ils disent ah c'était cool chez papy et mamie, on a bien rigolé, on a mangé des trucs et puis on a mangé des choses n'importe comment, puis on a regardé la télé. Oh là là, ça fâche les parents. Ou le contraire, bien sûr. Oh mes parents, ils sont trop sévères, mes enfants veulent plus y aller. C'est compliqué, l'éducation maintenant, hein. Et vous, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des désaccords avec vos enfants sur l'éducation de leurs enfants? Et sur quoi portent ces désaccords? Sur l'autorité, sur la discipline, sur les principes éducatifs, sur le rythme de vie des enfants, sur les valeurs? Je voyais cette mamie qui me disait il y a quelques jours, c'est terrible, ma belle-fille, elle pense qu'à l'argent, et puis c'est le luxe, et puis les dépenses, nous on est des gens modestes, simples, et on vit dans la campagne, et ben maintenant ma belle-fille veut plus venir chez nous parce que ça lui plaît plus, et puis on voit plus nos petits-enfants. Des conflits de valeurs parce que la belle-fille est différente de la belle-mère, hein, des fois c'est entre là que ça se joue. Sur les efforts, hein, les enfants ont une vie un peu plus facile, un peu moins d'efforts, alors que dans nos générations, on apprenait à travailler dur et ça avait de la valeur. Les valeurs travaillent quand nos petits-enfants grandissent et qu'ils choisissent leurs orientations et ils choisissent une vie plus facile, sans doute, où ils feront moins du travail plus pénible, sur le plaisir. Ah ben oui, ils pensent qu'à s'amuser, alors qu'il y a d'autres choses dans la vie. Hein. Et là aussi, les jeunes parents aujourd'hui prennent plus de temps pour s'amuser, pour rigoler, pour partager des bons moments avec leurs enfants. Comment nous vivons ça? Qu'est-ce qui fait des accords, hein? Regardons. Alors, vous pouvez peut-être justement mettre un petit témoignage. Ça reste anonyme hein, puisqu'on n'a pas vos noms, etc. Enfin, voilà, c'est. Je ne sais pas si vous n'écrivez pas ou si je ne reçois pas. Parce que pas de chat. Non, si, normalement. Non, pour le moment, il n'y a pas de conversation avec le chat. D'accord. Bon, chacun réfléchit dans son coin. Oui. Voilà, je pense que c'est très dense et que chacun reçoit les messages. Ces messages vont mûrir un petit peu et puis on aura les questions peut-être après. Bonne idée. Faites à votre rythme. Et vous pouvez réfléchir au fur et à mesure, nous dire vos réflexions à la fin, apporter les questions dès maintenant, comme il vous convient. Nous sommes entre grands-parents, on peut en profiter pour échanger. Il n'y a qu'un petit-fils qui nous écoute, mais il écoute sagement. En tout cas, comme on l'a vu tout à l'heure, il a l'air très sage avec son papier. Donc, regardons cette crise de la parentalité. Et cette crise de la parentalité qui perturbe d'abord les parents, mais qui perturbe les relations avec leurs propres parents, avec les grands-parents. Nous sommes dans une société démocratique. Encore, certains disent qu'on n'a plus de démocratie, mais quand même, si on compare à d'autres, il y en a quand même encore un petit peu.
hein, qui est en évolution, et qui est en évolution vers un mode différent d'éducation. Lorsqu'une société évolue, eh bien, il y a 3 grands changements dans les relations entre les patrons et les ouvriers, les relations entre les hommes et les femmes, et les relations entre les adultes et les enfants. Et ces changements, on les trouve, intervient aussi quelquefois dans les entreprises, chez les cadres dans les entreprises, dans les couples entre les hommes et les femmes, et on les trouve entre les adultes et les enfants. Ces évolutions sont de 2 ordres. D'abord au niveau des liens. C'est ce beau livre de Luc Ferry, ceux que ça intéresse, qui s'appelle La Révolution de l'amour, qui fait que on souhaite aujourd'hui, comme le disait Françoise dans l'introduction, avoir des liens, des interactions familiales beaucoup plus chaleureuses. Il y a des choses qu'on se confie dans le couple, qu'on se confie entre les parents et les enfants, qui sont différentes de ce qu'on pouvait se dire ou se confier auparavant. On s'aime, aujourd'hui on veut s'aimer, on fait des bisous, des câlins. Combien de gens dans notre génération, de ceux que j'ai entendus en thérapie, ils disent j'ai jamais pris mon papa dans ses bras, quand on chante dans les maisons de retraite Mon vieux de Daniel Guichard, hein, je voudrais bien que papa soit encore là vers moi, tout le monde pleure, parce qu'on se dit mais moi j'ai jamais dit papa, j'ai jamais eu mon papa dans les bras, et je vois quand les parents et les enfants sont beaucoup plus proches aujourd'hui, se font des câlins, font des bisous, font des je t'aime, des dessins, des choses comme ça. J'ai dans ma cuisine un beau mobile avec plein de papy, je t'aime, mamie, je t'aime, heureusement qu'on est là, plein de petits cœurs. J'ai jamais pu faire ça avec mes grands-parents, c'est dommage parce qu'ils sont morts aussi beaucoup plus tôt. Et donc nous avons des liens affectifs qui sont très intenses aujourd'hui. Et d'où la difficulté d'ailleurs des séparations. Et puis une pression importante, c'est qu'on veut que les enfants soient contents et soient heureux. J'entends tellement de parents dire avec tout ce qu'on fait pour eux, ils sont encore jamais contents, ces enfants. Oui, souvent on en fait trop. Et on veut que les enfants soient bien, qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils ne redoublent pas. Combien d'enfants ou d'adolescents, lorsqu'ils vont redoubler à l'école ou qu'ils ont des mauvaises notes, même des fois, simplement, ils passent de 18 à 17, c'est déjà un drame. Parce qu'il faut qu'ils aient 0 défaut, qu'ils soient très bien. Quand on compare les enfants d'une famille à l'autre, souvent les parents sont en souffrance parce qu'il ne marche pas encore le tien. Moi, le mien, il a une bonne note. Au judo, il a une ceinture. Pas le mien, qu'est-ce qui se passe, même dans les propres familles. Si nous avons plusieurs enfants et plusieurs petits-enfants, on a à faire attention à maintenir de la paix, on va y revenir, pour que les comparaisons puissent être stimulantes et pas dévalorisantes, puisque les différences aujourd'hui ne font plus lien. Quand on voit des enfants qui sont jaloux les uns des autres, c'est souvent un drame ou une difficulté, alors que la plupart dans les familles, on se compare d'un enfant à l'autre, et ça peut être stimulant de dire, tiens, vous faites comment avec vos enfants, et nous on fait ça, tiens, c'est différent, c'est intéressant et utile de le partager. Donc nous parlons aujourd'hui de bientraitance dans l'éducation, ça aussi c'est une conférence que demandent beaucoup les parents, c'est l'objet de beaucoup de critiques, on le voit d'ailleurs dans les médias, qu'est-ce que c'est que cette bientraitance, c'est le monde des bisounours, on laisse les enfants tout faire, il ne s'agit pas du tout de cela. La bientraitance, c'est passer d'un mode d'éducation qui est plutôt une vision déficitaire. Lorsque je demande à des enfants ou des adolescents, faites la liste de tout ce que vous savez bien faire et des choses dont vous êtes fiers de vous, de vos qualités. Beaucoup d'adolescents, même dans les lycées, sont incapables de faire ça. Parce que dans l'éducation traditionnelle, étaient incapables, parce que peut-être ça change. Dans l'éducation traditionnelle, on avait tendance à nommer nos défauts, à souligner en rouge nos défauts. Il est trop lent, il est trop rapide, il est trop bavard, il est trop silencieux, il est trop pénible, il est pas bon en maths, etc. Je vois ça chez les seniors. Quand j'anime des groupes mémoire, j'ai encore des tas de gens qui disent moi je suis nul en maths, moi j'arrive pas à me concentrer. Tous les vieux trucs qui remontent de nos visions déficitaires. On disait celui-là il parle pas assez, il faut qu'il parle plus. Celui-là il parle trop, il faut qu'il se taise. On a une éducation qui luttait contre les supposés déficits. Si on regarde dans l'Empire romain, on pensait qu'un enfant était bien né ou mal né. On avait eu la chance d'avoir un bon gamin, ça allait, ou d'avoir un mauvais, on n'avait pas eu de chance.
Ça allait jusque-là. Ça a beaucoup évolué quand même maintenant. Et on a une vision des compétences qui fait qu'on va se centrer plutôt sur ce que l'enfant sait faire, sur ses projets, sur ses désirs, sur ce qui le passionne. Et on voit bien comment des enfants sont passionnés parce qu'ils veulent être youtubeurs, ou parce qu'ils veulent être stars de cinéma, ou parce qu'ils veulent être chanteurs, ou parce qu'ils veulent être ingénieurs, ou parce qu'ils veulent être architectes. Bon, on va regarder tout ce qu'ils aiment bien, tout ce qu'ils savent bien faire, là où ils sont bons, hein, avec nos tablettes, et on regardait, ils vont montrer, regarde papy et mamie, comment je sais gérer une ferme. Hein, ouais. C'est sur les aspirations, sur les espérances qu'on va stimuler nos enfants. Et les grands-parents sont là, plein d'espoir déjà à le regarder tout petit, mais ensuite à l'écouter pour dire qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te plairait dans la vie. Et l'aide va être un enrichissement mutuel. Là aussi, on voit bien comment nous allons aider, accompagner nos petits-enfants, mais eux aussi vont nous aider. Hein, combien de grands-parents disent j'arrive pas à régler ma télé, je vais demander à mon petit-fils, il sait bien faire ça, lui, il sait bien bricoler. Je voyais encore ce week-end un jeune adolescent expliquer à ses parents comment on faisait marcher un drone et comment il arrivait à prendre des photos avec les drones. On était tous là en admiration, la plupart des vieux que nous étions là étant bien. C'était une nouveauté de voir un jeune faire voler un drone pour nous prendre en photo. Et c'était le jeune qui nous apprenait, qui nous montrait. Nous étions pleins d'admiration pour lui. Hein. Et puis, l'histoire, on va y revenir, va être source de possibilités positives. Hein. N'oublions pas que les êtres humains ont traversé de nombreuses épreuves depuis des générations et qu'ils ont su traverser des guerres, des épidémies, des famines, des manques, des souffrances, de la violence, et tout ça, on est encore sur Terre, c'est quand même un miracle. Hein. C'est ce que Hubert Reeves nous disait il y a quelques années lors d'une rencontre. Quelle merveille, cette espèce humaine, comment elle a survécu. Ça serait dommage qu'elle disparaisse de la planète sous la pollution et sous les gaz toxiques. Hein. Heureusement, nous avons aidé nos petits-enfants à grandir avec un peu d'espoir. Hein. Donc ça veut dire ça que nous allons prendre du temps pour écouter, du temps pour comprendre, parce qu'on peut confier à son papy ou à la mamie des secrets, bien sûr qu'on n'ose pas dire à ses parents. Nous sommes là pour cela. Et puis, une deuxième évolution assez importante, c'est l'évolution du pouvoir. Pendant des générations, et toute civilisation confondue, eh bien, nous avons vécu une éducation qui était plutôt assez brutale et assez violente. Hein. Beaucoup de gens de notre génération ont pris des coups de règle sur les doigts, ont été humiliés avec des bonnets d'âne, ont eu des sévices corporels, des bonnes fessées, comme on disait. Hein. La France vient d'interdire les sévices corporels depuis peu de temps. Ouais, ça a été, je crois, le 55e pays à le faire. Certains le regrettent en disant quand même une bonne fessée, ça n'a jamais fait de mal. Certains disent il est temps d'arrêter la violence physique pour que nos enfants et nos petits-enfants construisent un monde avec moins de violence. Hein. Là aussi, les discussions sont nombreuses et variées. Quand on entend les seniors parler d'éducation, c'est souvent intéressant, mais les jeunes parents doivent à la fois développer cette écoute avec leurs enfants et assumer une certaine autorité qui est protectrice. Et l'autorité, comme le nom l'indique, autorité, ça veut dire autoriser l'enfant à être lui-même, à être responsable. Hein. L'autorité parentale, c'est un article de 2002 récent, hein, où eh bien, l'autorité parentale consiste à partager entre père et mère, là aussi c'est nouveau, hein, les décisions. Hein, nos enfants et beaux-enfants vont devoir décider ensemble de l'intérêt de l'enfant, et les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent. Nous n'avons pas connu ça dans notre génération, puisque cette loi est récente, et c'est beaucoup plus compliqué pour les parents de se dire jusqu'où on laisse la parole de l'enfant. Dans le choix du yaourt, dans le choix des bonbons, dans le choix de manger ou pas des bonbons, dans le choix de mettre sa ceinture sécurité, ça devient très compliqué pour les parents d'associer l'enfant aux décisions qui le concernent. Dans les séparations, on le voit bien, comment, lorsque les parents se séparent et qu'on demande l'avis aux enfants, c'est douloureux et difficile pour les enfants et pour ceux qui ont géré ça. Hein. C'est difficile de choisir
comment participer au mode de garde. Hein. Nous passons d'un système de pouvoir où c'est les adultes qui décident et les enfants qui se soumettent à un système d'autorité où on partage la relation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire cet après-midi? Comment on va occuper le temps? Est-ce qu'on va se promener dans la forêt? Combien de temps? Est-ce qu'on met ses bottes et on va se salir ou pas? Et nous avons une autorité qui évolue dans la reconnaissance réciproque. Hein. Si vous regardez ce beau film un peu horrible hein, d'Heineke, qui était je cherche le titre du film, je ne le trouve plus. Ouais, la mémoire, des fois, c'est défaillant chez les gens. Ouais. Et on voit bien comment on avait le pouvoir sur l'enfant et que les enfants devaient être soumis. Mais bien sûr, ils se rebellaient. Il y en a peut-être parmi vous qui ont été enfants de cœur. Et on savait bien quand le curé n'était pas là, on en profitait pour goûter le vin de messe. Et on pense que c'était mieux avant. Non, c'était mieux avant quand on pouvait se rebeller, certainement, contre une autorité excessive. Quand l'autorité est partagée et que obéir n'est pas se soumettre. Obéir, c'est effectivement développer une compétence partagée. Et donc, on va faire très attention, on doit être attentif en tant que grands-parents à ne pas mettre nos enfants en conflit de loyauté. Et on peut effectivement dire, tiens, on va aller pisser un coup dans le jardin, mais c'est seulement dans le jardin du papy. C'est seulement là que tu peux faire ça. Avec ta maman, elle n'aime pas ça, on ne va pas le faire. Il y a des choses possibles. Nos enfants vont être sans doute des citoyens du monde et ils vont sentir que d'un milieu à l'autre, d'une entreprise à l'autre, les règles sont différentes. Et qu'il n'y a pas une règle qui est mieux que l'autre. Si ta maman n'aime pas ça, tu ne le feras pas chez ta maman. Et il y a des choses que tu peux faire avec moi. Hein. Lorsque mon petit-fils piquait des bonnes colères à 4-5 ans et qu'on faisait une bonne bagarre sans se faire mal, bien sûr, je disais, on va se calmer un petit coup avant d'aller manger, et puis on va prendre son Lego en même temps qu'on va prendre la soupe. Ce cher petit-fils est bien arrivé à se calmer. Et quand sa mère lui a dit « T'es énervé, tu veux faire la bagarre ?» Il dit « Non, je fais ça qu'avec papy. » Il y a des choses qu'on peut faire avec papy et mamie, qu'on a le droit de faire, et des choses qu'on peut faire avec papa et maman, c'est différent. Et c'est bien que c'est différent. Hein, on n'est pas obligé de faire pareil. Et surtout, on n'a pas à donner des ordres à nos enfants pour qu'on leur dise comment éduquer leurs enfants, et eux non plus n'ont pas décidé. Et surtout, quand les grands-parents, je pense que c'est une bonne règle, quand les parents sont là, c'est les parents qui sont décideurs. Hein. Mais quand les grands-parents entrent dans la maison, la discipline vole par la fenêtre, quand les parents sont absents. Vous avez peut-être vu cette belle image, j'ai demandé à Dieu une meilleure amie, et il m'a envoyé ma mamie, j'ai demandé à Dieu un meilleur complice, il m'a envoyé mon papy. Ça, c'est pas montré à tous les parents, mais c'est quand même intéressant à développer. Je pense à mes amis, bon papy, qui emmène son petit-fils à la pêche régulièrement, ils disent des conneries, ils partagent des moments de complicité très précieuses pour les deux d'ailleurs. Le grand-père a beaucoup de plaisir à vivre ça, et le petit-fils le réclame régulièrement. Et puis les grands-parents, c'est des transmetteurs. Comment c'était la vie d'avant? Je pense à ma petite fille qui regardait des photos. Comment c'était quand tu étais petit, papy? Et elle essayait d'agrandir mes photos noir et blanc en se disant, mais elles sont nulles tes photos, on ne peut pas les agrandir. Elle finit par me demander, mais c'était comment quand tu étais petit? Et vous n'aviez pas encore la couleur dans le monde était noir et blanc. Elle était petite, bien sûr, aujourd'hui elle comprend toutes les différences, mais quand elle était enfant, elle disait, ben oui, c'était comment le monde d'avant, hein? Mon petit-fils qui demandait à sa mamie, mais toi, tu étais à l'école, toi, et puis qu'est-ce que tu aimais bien comme matière, puis qu'est-ce que tu n'aimais pas? Mais c'était comment la vie d'avant? Plus les enfants grandissent, plus ils ont besoin de renforcer et de connaître leurs racines. C'est comme les arbres fruitiers, ils ont bien besoin de s'enraciner pour pouvoir grandir, pour pouvoir produire des fruits. Nous avons à être des transmetteurs, et notre mission, c'est transmettre. Que transmettons-nous à nos petits-enfants? Et de quelle façon?
Je, je pense à cet homme du Bénin, d'ailleurs, un Africain, qui me disait dans un stage sur l'adolescence, eh bien, chez nous, il y a une tradition. Lorsque l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence, eh bien, son grand-père l'emmène dans la forêt et lui raconte l'histoire du peuple, comment ils se sont libérés de l'esclavage, comment ils se sont battus pour améliorer le monde, et comment lui devra continuer cela, hein. Comment étaient les parents, les grands-parents. L'enfant s'inscrit dans une filiation, dans une histoire familiale et sociale. C'est pour ça que les réunions de famille, les grandes réunions, ce sont intéressantes. Alors lui, c'est le papa de qui? Puis hein, il y a un moment donné où nos petits-enfants sont étonnés quand leurs parents disent: pourquoi t'appelles papy papa? Pourquoi t'appelles mamie maman? Ah oui, c'était avant, tu étais un enfant, puis tu étais comment enfant? Puis alors papy, c'était ton papa, c'était ta maman. Ça y est, ils commencent à remettre les choses dans l'ordre. Et progressivement, au fur et à mesure que nos petits-enfants grandissent, ils vont demander: alors, mon papa, il était comment quand il était à l'école? Il était sérieux? Il était sage? Il avait des bonnes notes? Hein? Oui, ils veulent savoir. Des fois, il faut cacher les bulletins de de nos enfants. Et des fois, il faut leur montrer, pour leur dire: bah oui, ton papa, tu vois, il était bon à l'école. Ou des fois, il avait des difficultés, ou il a fait des bêtises. C'est arrivé, oui. C'est juste entre nous, hein, pour que tu saches à peu près d'où tu viens et comment toi, tu vas améliorer la famille. Hein. Effectivement, se construire, c'est savoir d'où on vient, savoir qui on est et savoir où on va. Nos enfants, là aussi, ont besoin de savoir d'où ils viennent. C'est là qu'ils vont poser des questions sur: mon papa, il était comment? Ma maman, elle était comment quand ils étaient petites? Est-ce qu'elle était gentille? Est-ce qu'elle faisait des bêtises? Oui, c'est intéressant. Et puis, quelle blessure elle a eue? Oui, un jour, elle a eu un accident avec son vélo et elle a eu très peur. C'est pour ça que des fois, quand tu fais du vélo, bah, des fois, elle a un petit peu peur. Ça peut encore arriver, oui, tu sais. Parce que à l'intérieur d'elle, il y a encore un peu cette peur de tomber en vélo. Et elle te l'a transmis sûrement. Ah oui, ton papa, il avait peur de l'orage des fois. C'est pour ça que des fois, il aime mieux fermer les volets quand il y a le tonnerre. Hein. Ah, on commence à comprendre des choses intéressantes dans nos racines et comment on hérite, bien sûr, souvent, hein, des peurs. Et puis, tu sais, mes grands-parents, ils avaient connu aussi la guerre. Je travaillais avec un groupe de grands-parents il y a quelques mois et une maman me dit: je mesure aujourd'hui le bonheur que j'ai eu d'avoir mon grand-père qui m'a raconté la guerre. Il a vécu la guerre de 14, son grand-père. Et quand elle était adolescente, elle disait: oh, il m'ennuie avec ces histoires de guerre. Mais elle dit: quelle richesse m'a donné mon grand-père de me raconter sa vie dans les tranchées. Je n'ai pas appris ça à l'école et dans les livres, j'ai appris ça par quelqu'un qui l'a vécu. Et comment ça enrichit ma vie d'être attentive à ce que plus jamais on ne reproduise ça. Et quand je vois la guerre en Ukraine, c'est difficile pour moi parce que je pense à ce grand-père qui a vécu les mêmes choses dans les tranchées en France. Et c'est important. Ça me donne une dynamisme de dire: moi, dans mon avenir et dans la transmission que j'ai à faire à mes petits-enfants, de penser à mon grand-père dans les tranchées et transmettre aujourd'hui à mes petits-enfants: bosser pour que ça ne revienne jamais dans notre pays et que si ça arrive chez nos voisins, on puisse contribuer, que ça change. Hein. Qui on va être? Et là, nous avons à regarder les zones où les parents, justement, ont des rigidités. Oui, ta maman a très peur quand tu allumes une allumette, mais tu sais, mes parents et leur ferme a brûlé parce qu'il y a eu la foudre et l'orage, et depuis, tout le monde a un petit peu peur du feu dans la famille. Nous avons souvent dans nos familles des blessures, des souffrances, et des choses dont il ne faut pas en parler, il ne faut pas le dire. Hein. C'est des choses qu'on cache, et en général, les enfants, c'est ça qu'ils veulent savoir. Hein. La situation qui a été une blessure, eh bien, devient quelque chose de secret, dont il ne faut pas parler, des peurs non dites. Hein, je vois cet adolescent qui est en difficulté, en souffrance, parce qu'il ne sort pas. Il rentre chez lui, il met des grosses pantoufles, il se met devant la télévision, devant son ordinateur, il se renferme, il ne va pas avec ses copains ne l'invitent pas, qu'est-ce qui se passe? Et il a un prénom bizarre.
appelons-le Alphonse. Je dis, ben tiens, pas beaucoup d'Alphonse dans les adolescents d'aujourd'hui. Ils s'appellent plutôt Kevin, Jordan, tout ça. Et la maman se met à pleurer en disant, oui, mon père a perdu un fils qui s'appelait Alphonse quand il avait 18 ans et il est mort, il s'est tué en moto et on n'en a jamais parlé. Ouais. Ce grand-père n'a pas pu parler à son petit-fils de la peur et de la perte qu'il avait. Mais le petit-fils l'a bien senti, qu'il ne faut pas prendre de risques, qu'il ne faut pas sortir, qu'il ne faut pas partir avec son VTT, qu'il ne faut pas partir en vélo, il ne faut pas avoir de mobilette ou de scooter, il ne faut plus jamais ça. Et il reste chez lui un peu cloîtré, parce qu'on a transmis les choses sans les dire, hein. On transmet les choses, c'est ça qu'on appelle des loyautés invisibles, c'est les choses qu'on transmet et qui deviennent des secrets de famille, hein, parce que c'est une chose qui n'est pas dite. Et lorsque ce garçon a demandé à sa maman, et comment papy a souffert, oui, il a toujours souffert de la perte de son fils, et c'était difficile pour lui. Peut-être que c'est bien qu'on en parle avec lui. Peut-être que le grand-père pourra aussi en parler. Comment c'est dur de perdre un fils à 18 ans. Et que peut-être son petit-fils va dire, tu sais, papy, je vais faire attention à ma vie, encore plus, parce que tu me montres comment ça fait souffrir beaucoup des parents, hein. Vous savez que le suicide est en augmentation en France et que le taux de suicide chez les adolescents est important et que si les grands-parents pouvaient parler comme ça pourrait sûrement aider les adolescents à prendre encore plus soin d'eux, hein. Et puis nos enfants ont besoin d'imagination, de rêver. Et là aussi, c'est intéressant pour les grands-parents qui ont un peu plus de temps d'écouter les rêves, de lire des histoires de rêves, de dire qu'est-ce que tu vas devenir quand tu seras grand, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et on n'est pas obligé d'être réaliste et de voir qu'il n'y a pas de débouché, qu'il faut travailler en maths pour ça, on s'en fout. Ça. Ce qui est intéressant, c'est de partager son rêve avec ses parents et surtout avec ses grands-parents, hein. Et partager les traumatismes. Si le traumatisme peut être transmis de génération en génération, il en va de même pour la guérison. Lorsque papy et mamie racontent des choses, des blessures, y compris de leurs grands-parents eux-mêmes. Mes grands-parents ont vécu l'immigration. Je suis fils d'immigrés suisses. Ils ont vécu la guerre, les manques, la famine, la difficulté pour se nourrir. Ils ont vécu la générosité aussi, la solidarité. Si je transmets ça à mes petits-enfants, ils ne vont pas garder un traumatisme de guerre, ils vont garder un souci de paix, un souci de solidarité. Et c'est là que les secrets de famille peuvent se transformer en ressources pour les générations qui suivent. Donc c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que vous voulez transmettre d'important à vos petits-enfants de la réalité de la vie et de la mort, hein. Aujourd'hui, c'est très difficile pour les jeunes parents de parler de la mort. C'est devenu un sujet pratiquement tabou, hein, qui faisait dire à une petite fille un jour, vous savez, on peut tuer les grands-mères, hein, mais il faut jamais tuer les oiseaux. Et pourquoi elle disait un truc pareil? Parce qu'elle a vu une grand-mère dans un film, et à la fin du film, la grand-mère, elle meurt. La semaine d'après, on voit un autre film avec la même grand-mère qui est en pleine vivante. Oh, les grand-mères, tu les tues, ça revit. C'est pas vrai, hein, faut faire attention. Les oiseaux, elle a vu un oiseau qui était mort, le lendemain, elle est venue voir, il était toujours mort, hein. Les oiseaux, faut pas les tuer, hein. Les grand-mères, hein. Non, surtout pas. À condition que la grand-mère, elle puisse dire, oui, à la télé, on voit des gens qui vivent et qui meurent. Mais dans la vraie vie, on va voir le petit chien qui est mort, ou le petit chat qui est mort, ou tu as perdu ton petit chat, il est parti, on l'a perdu. Comment c'est triste. Comment les grands-parents vont transmettre l'importance de la vie, l'importance de la mort, les plaisirs et l'espoir. Oui, lorsque j'étais petite fille, je voulais être institutrice et puis j'ai dû travailler pour m'occuper de mes frères et sœurs et j'ai gardé l'espoir. Et toi, qu'est-ce que tu as envie? Les blessures familiales. Oui, il y a eu de la mort, il y a eu des déceptions, il y a eu de l'alcoolisme, il y a eu des prises de risques, il y a eu des pertes professionnelles. Je pense à ce grand-père qui a
monté une entreprise et qui a été en déficit et qui a été en difficulté, et qui s'est caché, qui s'est renfermé. Je pense à la guerre d'Algérie, hein, des parents qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui ont caché tout ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et on trouve chez les petits-enfants des inquiétudes parce que les choses n'ont pas été dites. Est-ce que vous partagez vos blessures familiales? Est-ce que vous partagez l'histoire que vous connaissez et que vous avez vécue, peut-être de guerre, d'épidémie? Est-ce que vous partagez surtout comment la famille a dû faire face à des ressources quand mes parents ont été obligés de quitter leur région pour partir parce que c'était la guerre, c'était l'exode, il fallait fuir les Allemands, mais ils ont réussi à trouver de la solidarité en France, dans le sud de la France. Ça, c'est important à transmettre aussi à nos enfants, que face à des difficultés qu'ils vont sans doute rencontrer, de pollution, d'évolution de la planète, d'épidémies, ce qu'on vient de traverser, eh bien, il y a des compétences et des ressources humaines et ils vont contribuer à les développer. Hein. Sous chaque épreuve familiale se trouvent des ressources à transmettre. Et vous, que transmettez-vous? Vous pouvez le transmettre à Françoise et à l'ensemble du groupe qui est en train de nous écouter. Alors, moi, j'ai peut-être une petite remarque. Est-ce que ça n'est pas par souci de protection que finalement, on ne transmet pas et on ne parle pas des choses désagréables du passé? Est-ce qu'on ne peut pas peut-être protéger l'enfant, pas qu'il sache ça, parce que c'est traumatisant, on a été traumatisé, on ne va pas le traumatiser avec ces choses-là, donc on veut le protéger et finalement on ne parle pas. Oui, alors vous avez tout à fait raison, hein. Vous avez l'expérience sans doute dans votre vie professionnelle que le premier réflexe que chaque être humain peut avoir, c'est de ne pas parler et d'imaginer que si on n'en parle pas, bah, ça va s'effacer de la mémoire, ce qui est rarement le cas. Parce que si ma maison a brûlé quand j'étais enfant, quand je vois une allumette qui traîne ou que le fourneau est ouvert, ça ravive des peurs. Et si je dis rien, mon enfant ou petit-enfant va dire: pourquoi t'as peur, papy, de ça? Ben, c'est rien, c'est pas. Et nos enfants et petits-enfants sont très subtils pour percevoir dans le non-dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Le non-dit parle beaucoup par les gestes, par les attitudes, par les réactions. Hein. Souvent, on veut protéger l'enfant. Et je pense que c'est peut-être une souffrance de nos enfants d'aujourd'hui, dans les jeunes couples, c'est qu'on veut leur éviter les souffrances de la vie. On n'aime pas voir souffrir un enfant. J'ai vu des quantités d'enfants qui ne travaillaient plus à l'école, qui ne faisaient plus confiance à l'adulte, parce que quand le petit chat était mort, s'était fait écraser, eh bien, on cachait tout ça à l'enfant. Pour ne pas le traumatiser, justement. Où il est le petit chat? Oh, il est parti. Et pire, des fois. Je voyais cette adolescente pleurer son papy parce qu'il était décédé. Et on lui dit: ben non, il ne faut pas pleurer, c'est papy, il était malade, c'est mieux. On faut pas en parler pour pas le traumatiser. Et cette adolescente disait: je n'ai pas le droit de pleurer, mon papy. Et je suis obligée de partir toute seule dans la forêt avec le chien pour pouvoir pleurer quand je pense à mon papy que j'aimais tant. Oui, c'est vrai qu'on veut protéger nos enfants en ne parlant pas des choses qui font mal. Combien de chagrins d'amour, même à l'école maternelle, il y a des chagrins d'amour. Hein, et il y en a bien sûr chez les papis et mamies, des fois. Combien de chagrins d'amour? On rigole, on parle pas de ça. Allez, on veut pas les traumatiser avec ça. Combien de divorces sont en souffrance? Les enfants sont en souffrance. Et on lui dit: allez, on va penser à autre chose. Hein, faut pas parler de ça. Oui, t'as pas vu ton papa depuis longtemps, mais c'est pas grave. On pense qu'on va minimiser les souffrances humaines en ne les parlant pas. C'est ça qui fait les secrets de famille. Or, nous avons la chance peut-être d'avoir des connaissances aujourd'hui qui fait qu'on a besoin de parler. J'ai vu tant de petits-enfants, de grands-parents qui avaient fait la guerre d'Algérie, par exemple. Ils n'ont pas le droit de parler de ça. Les grands-parents non plus n'ont pas osé en parler, souvent tellement ils avaient honte de ce qu'ils avaient vécu. Je vois cet homme qui est couvert de plaques sur le corps. Il a vécu la guerre d'Algérie, il a plus de 80 ans. Il dit: j'en ai jamais parlé ni à mes enfants, ni à mes petits-enfants, des horreurs que j'ai vécues en Algérie. On peut imaginer ce qu'il a vécu. Pour protéger ses enfants et petits-enfants, il n'a jamais parlé de ça. Et ces enfants savent, ces petits-enfants qui grandissent, qui sont adolescents, savent que papy a fait la guerre d'Algérie et qu'ils aimeraient quand même bien savoir ce que c'était cette histoire-là. Pourquoi on a emmené des jeunes tuer, torturer d'autres Algériens dans des départements qui étaient français à l'époque, et pourquoi ça a changé, pourquoi c'est encore tendu maintenant. Les enfants ne se posent pas une question.
et ce grand-père qui est traumatisé encore par ça. On voit bien quand il en parle, c'est encore douloureux et ça fait des plaques rouges sur sa tête tellement il doit avoir honte de ce qu'il a vécu. Il n'ose pas en parler. Il se fait mal à lui et il fait mal aux générations suivantes qui apprendraient tellement du grand-père s'il pouvait en parler. Et peut-être qu'il a besoin déjà de prendre soin de lui, de parler à quelqu'un. Il dit même à mes amis, j'en ai jamais parlé, et pourtant j'ai vécu des choses horribles. Et quand je lui dis, viens qu'on partage ça ensemble, on va faire de l'EMDR, on parlait de l'EMDR tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir vivre des traumatismes et pouvoir les élaborer pour pouvoir les transmettre après. Non pas pour que les horreurs se transmettent dans la famille, mais pour que l'envie de faire la paix soit encore plus forte chez ces petits-enfants. Hein. Merci Françoise de la question qui est très juste et qui concerne toutes les générations. On a tendance à éviter de parler de ce qui fait mal parce qu'on croit qu'en n'en parlant pas, on va éviter la douleur. Mais c'est le contraire. Et quand on arrive, quelles que soient les douleurs de notre famille, et il y en a dans toutes les familles, quand on arrive à en parler, alors ça soulage tout le monde, ça transmet dans les générations suivantes des apaisements. Lisez ce beau livre, Les loyautés qui nous libèrent, de Catherine Nagy, du commun Nagy, et qui montre comment, lorsque nous transmettons à nos petits-enfants des douleurs familiales, ils sont maintenant en capacité de gérer ces douleurs. Et ils sont capables, un enfant, il est capable de voir son petit chien qui est mort, et de le pleurer, peut-être d'aller l'enterrer, et de le mettre dans un petit coin du jardin, et de mettre des fleurs, et de continuer à y penser, et de continuer à avoir un endroit pour pleurer, comme pour papy et mamie, hein, quand nous partirons, eh bien, ce ne sera pas le moment de nous dire, il est au ciel, c'est bon, c'est fini, puis l'enfant, il regarde la tête en l'air, pourquoi il ne m'a pas dit au revoir, papy, avant de mourir, hein. Ça sera peut-être le moment de dire, ton papy te manque, et comment il est encore un peu vivant à l'intérieur de toi, et de tout ce qu'il t'a donné, comment tu peux le garder et le transmettre aux générations suivantes. Hein. Oui. Tes blessures à transmettre ou à partager. Alors continuons. Hein. Personne ne peut faire pour les enfants ce que font les grands-parents. Ceux-ci répandent une espèce de poudre d'étoiles sur leur vie. Nous sommes là pour qu'ils puissent continuer à garder espoir dans le monde, à condition que nous, grands-parents, nous ayons un peu d'espoir. Et peut-être qu'une partie de notre tâche, c'est justement d'être des faiseurs de paix. D'être des faiseurs de paix dans notre famille, où nous avons quelquefois des comptes qui ne sont pas réglés. Et là aussi, j'observe chez des grands-parents des comptes non réglés, qui vont se transmettre d'ailleurs dans les héritages, au moment de l'héritage, des donations, des problèmes chez les notaires. J'ai aussi travaillé avec des notaires qui disaient on voit apparaître au moment du décès des parents des comptes pas réglés et des conflits qui vont durer et perdurer entre les enfants parce que les parents n'ont pas pris soin de régler les comptes avant de partir. Nous avons un travail important à faire pour ça, de mettre de la paix dans nos familles. Et dans nos familles, dans nos histoires, ça c'est les travaux de Bozor-Méninagi, dit, eh bien, au début de notre vie, nous recevons de l'amour. Et on a besoin de recevoir de l'amour pour grandir. Et puis, quand nous sommes parents, eh bien, nous allons donner de l'amour. Il y a une période de vie qui se prolonge d'ailleurs aussi. On a des grands-parents qui ont encore un parent vivant et qui prennent soin de leurs parents. Donc, il y a un âge où on donne beaucoup. On donne à nos enfants et on donne à nos parents. On prend soin de nos parents. Et aujourd'hui, même des fois, on prend soin encore de nos grands-parents et certains de leurs arrière-petits-enfants. On voit des grands-parents dépasser 80 ans et qui ont déjà des arrière-petits-enfants. Et puis, à la fin de notre vie, nous allons recevoir. On reçoit déjà la retraite. Quand on est en retraite, on reçoit de l'argent sans bosser. Heureusement, on peut travailler quand même encore de temps en temps. Et c'est un bonheur de le faire. Merci à la mutualité de me permettre de le faire. Nous avons une période où nous allons recevoir. Ça, c'est un peu l'idée générale qu'on a dans la vie, de bien recevoir pour grandir,
de continuer à donner et de recevoir à la fin de notre vie. Et il y a dans notre histoire des perturbations, parce que j'ai pas beaucoup reçu, parce que mes parents n'étaient pas disponibles, parce que mon père est mort quand j'étais très jeune, parce que j'ai dû tout de suite être grand et sérieux, j'étais l'aîné de famille et que je devais m'occuper de mes frères et de mes sœurs. Hein. Cette dame qui disait j'étais la grande. Il fallait que moi je m'occupe des frères et sœurs parce que ma maman était dépressive. Ou cet homme qui vient me voir d'ailleurs en début de retraite parce que la douleur revient, qu'il a été un enfant unique, sa mère ne voulait pas d'enfant, était très dépressive et très tôt il n'a pas dû être un enfant à recevoir, il a dû donner beaucoup à sa maman pour essayer de s'occuper d'elle, pour essayer de la rendre joyeuse, mais il a échoué. Et il y a dans lui un déséquilibre. Hein. Et nous avons comme un grand livre des comptes. Qu'est-ce que j'ai reçu? Suffisamment? Pas assez? En trop? Hein? Ma mère m'a pas lâché, j'étais enfant unique. Elle s'est occupée de moi tout le temps. Encore maintenant, il faut qu'elle vienne à la maison, qu'elle décide de tout, qu'elle range, qu'elle me donne de l'argent, elle m'apporte des tas de trucs dont j'ai pas besoin. Je m'en fous. Hein? J'ai trop reçu. Ou j'ai trop donné. Hein? J'ai donné beaucoup. J'ai assuré ma maman dépressive, pour ça qu'on devient psychologue ou infirmière ou soignant. Hein. J'ai donné à mes frères et sœurs. J'ai eu un frère handicapé. Et j'ai essayé de ne pas trop demander. Donc j'ai donné de l'attention. Ou j'ai eu un déficit de donner. Cette femme qui me disait, mais mes parents étaient très occupés. Et je redonnais beaucoup. J'essayais d'être gentil, de ne pas les fâcher trop. Et ils s'en fichaient de ce que je pouvais leur donner. Ça n'a pas été validé. Hein. J'ai pas pu donner autant que j'aurais voulu à mes parents. Ou ma mère est décédée très tôt. J'ai pas pu lui donner tout l'amour que j'aurais voulu. Peut-être tu es trop demandé. Hein. Il y a tout plein de comptes pas réglés dans notre esprit. Et c'est intéressant justement d'apprendre avec nos petits-enfants. Apprenons à recevoir. Hein. Nous sommes une société où nos petits-enfants sont de plus en plus compétents, de plus en plus intelligents, et ils savent des choses, et ils vont nous tenter de nous apporter des choses. Au niveau technique, bien sûr, ils nous apprennent à nous servir de portable, d'ordinateur. On a bien eu du mal pour s'organiser ce matin pour que ça marche. Mais heureusement, on avait des jeunes qui savaient un peu mieux s'occuper de l'informatique que moi et qui m'ont donné quelques bonnes consignes. Merci. On va devoir apprendre à donner, et on donne beaucoup, et on va apprendre à recevoir. Aussi, je pense à cette mamie adorable, gentille. Son mari en a marre parce qu'elle a été que grand-mère, à donner du temps à ses petits-enfants, de s'occuper de ses petits-enfants, de n'être que grand-mère qui donne. Il semble que ça aide les grand-mères à vieillir plus longtemps et à rester en bonne santé. Mais pour elle, il manque quelque chose d'essentiel, c'est de recevoir. Cette dame, aujourd'hui, qui est dans un groupe mémoire que j'anime, est en grande difficulté parce qu'elle n'a qu'un souci en tête, ses petits-enfants, de leur donner l'essentiel, et elle ne s'occupe plus d'elle. Elle ne fait plus attention à elle. Et quand dans une épreuve qu'on recherche ensemble en groupe mémoire, tout le monde veut l'aider, elle ferme tout. Elle ferme la réception. Elle ne reçoit plus rien. Et les autres disent, mais comment on peut t'aider? Comment on peut être là? Non. Elle est là pour aider sa famille, pour sa famille. Elle veut leur donner. Elle ne donne jamais assez. Et peut-être ces petits-enfants risqueraient d'être frustrés si, quand ils veulent donner des choses à leur mamie, elle dit non, c'est moi qui donne. Hein. Veillons à cet équilibre. Et puis, bien sûr, pour cette dame, elle a bien besoin aussi de prendre du temps pour elle. Ses petits-enfants ont sûrement besoin qu'elle vive longtemps et qu'elle garde sain son esprit, qu'elle garde encore toute sa tête. Parce que si elle développe une maladie invalidante, un déficit intellectuel, une maladie d'Alzheimer, sans doute que ses enfants vont être pris, ses petits-enfants vont être privés de cette mamie qu'ils aiment tant. Nous avons besoin d'apprendre à prendre soin de nous, d'apprendre à vivre avec un grand-parent. Je voyais un couple hier et qui disait « Oh, plus on vieillit, on a bientôt 60 ans de mariage, plus on s'engueule.
Oh, c'est pas possible. Mais en même temps, je les voyais s'engueuler régulièrement devant tout le monde et bien rigoler ensemble. Parce que malgré les conflits ils ont sans doute une belle complicité. Hein. Vivre entre hommes et femmes, on fera une conférence bientôt sur Happy Visio sur ce sujet-là. Comment bien vivre entre grands-parents? Comment bien vivre quand on a des fois des enfants de deux lignes, parce que nous sommes séparés, nous avons recomposé une famille. Comment on peut vivre entre grands-parents et peut-être des fois avec d'autres grands-parents? Puisqu'il peut y avoir des grands-parents biologiques et des grands-parents de cœur. Françoise l'a bien mis dans son introduction, l'a bien développé. Pour pouvoir continuer à bien vivre, nous allons aussi à prendre soin de nous en tant que seniors, on dit plus vieux, ça ne se dit pas. Comment nous avons besoin d'activité physique, de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre sommeil, de prendre soin de nos émotions, justement. De pouvoir dire, papy, tu pleures, t'es triste, oui, je suis triste, j'ai du chagrin. Quelle chance on a quand on approche les 70-80 ans, hein, ça c'est une caractéristique assez fréquente, c'est de pouvoir dire nos émotions et de pouvoir apprendre à développer de l'empathie, la compassion, de parler des émotions. Cette mamie qui entend son petit garçon qui veut plus venir la voir, qui a plein de colère contre ses parents et contre sa mamie et contre le monde parce que ses parents divorcent. Cette mamie qui entend que son petit garçon a peur, dit « Je développe ma capacité d'amour pour mon petit-fils, je développe la capacité d'amour de mon petit-fils pour moi parce que je peux partager mes sentiments. Parce que maintenant, j'ose partager les sentiments que j'éprouve, ce que je ressens, et ma tristesse, et mon chagrin, et ma révolte contre leurs parents qui divorcent. Je peux dire tout ça à mon petit-fils. Mon petit-fils peut me dire ses sentiments aussi. Hein. Les besoins intellectuels, hein. Développons nos connaissances. Attention, notre cerveau a tendance à diminuer, à réduire ses compétences. Alors, développons nos capacités comme fait la mutualité en nous proposant des conférences un lundi matin pour pouvoir développer nos connaissances, pour prendre soin de notre esprit. On peut jouer aux cartes, on peut faire de l'ordinateur, on peut suivre des conférences, on peut apprendre une nouvelle langue. Grâce à nos petits-enfants, on va apprendre tellement de choses qui vont nous apprendre. Explique-moi voir comment ça marche l'informatique. Dis-moi comment je peux faire. Nos enfants auront un plaisir à le faire. Pas seulement faire pour nous, bien sûr, ils peuvent le faire, mais aussi développer des compétences nouvelles. Et puis, nous avons besoin des besoins existentiels ou spirituels. Hein. Un beau livre de Salzman, Frédéric Salzman, qui dit les gens qui ont une spiritualité vivent mieux, plus longtemps et en bonne santé. Comment nous avons besoin, et de transmettre aussi à nos enfants, le sens de la vie. Quand nos enfants, nos petits-enfants nous regardent, papy, tu t'es vieux, toi, hein? Tu vas bientôt mourir. Mon petit-fils me disait ça un jour. Moi, je veux arrêter de manger parce que je veux pas grandir. Je veux pas venir vieux comme toi. Ouais. Quel est l'intérêt de devenir vieux, de vivre longtemps, de pouvoir développer de la compétence? Et un peu plus tard, il demande à sa maman, papy, mamie, tu crois qu'ils s'aiment encore? Intéressant. Comment on développe l'amour? Comment on développe nos besoins existentiels et spirituels? Comment notre vie a du sens? Là aussi, on voit bien comment des grands-parents sont désespérés. Vous avez vu le monde, on va à la perte, la pollution, les guerres, la politique, même mon Dieu, puis les jeunes qui veulent plus rien foutre. Comment on peut restreindre ses capacités en tant que senior et perdre l'espoir dans le monde quand on transmet ça à ses enfants, ses petits-enfants? Ne soyons pas étonnés qu'ils n'y aient plus nous voir. Peut-on garder un peu d'espoir dans ce monde? Peut-on tenter d'aller bien dans un monde qui ne va pas toujours bien, hein, parce qu'on peut avoir peur de la guerre nucléaire, c'est pas une impossibilité. On peut avoir peur de la pollution qui va tuer une grande partie de l'espèce humaine. On peut avoir peur de la montée des eaux. On peut avoir peur, bien sûr qu'on peut avoir peur de ça. Et le partager avec nos petits-enfants, mais se dire comment on va contribuer à ce que l'espèce humaine puisse s'améliorer. Hubert Reeves nous disait ça, les humains ont fait tellement de progrès en humanité depuis tant de générations. On respecte davantage l'enfant, on respecte davantage les hommes et les femmes, on respecte davantage les ouvriers dans les entreprises. Oui, il y a une évolution du respect, mais il y a encore beaucoup à faire. Hein.
Parce que, bah oui, plus il y a de respect, moins il y a de violence, plus ce qui reste de violence devient insupportable. Combien d'anciens disent le monde est de plus en plus violent, comment on va s'en sortir, il faut développer la sécurité. Dans notre quartier, on s'aperçoit que si on n'a pas de système de sécurité, on est inconscient, etc. Bon, si on cultive des arbres fruitiers, on dit ben non, c'est pas ça, ça sert à rien. Hein. Oui, on voit bien comment, avec l'âge, on peut désespérer du monde ou on peut espérer. Et nous avons à prendre soin de nous à ce niveau-là pour transmettre à nos enfants peut-être un espoir dans l'existence. Une thérapeute américaine avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, Marge Reddington, disait, eh bien, la sagesse va nous servir à nous et va servir à nos petits-enfants. C'est quoi la sagesse, disait-elle? La sagesse, c'est que on a commencé dans un stade purgatif à apprendre des choses de la souffrance. Là aussi, on peut voir que si on fait le bilan de notre vie, on a traversé des moments de grande souffrance, des pertes, des deuils à faire. Hein, et nous avons appris que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que la vie est faite d'obstacles, de souffrances, de pertes, et que nous avons survécu. Et bien souvent, à travers ces pertes, nous nous sommes enrichis. Nous avons développé une qualité de vie, une qualité de bienveillance à l'égard du monde. Et puis, nous avons développé progressivement un stade de transformation, d'accepter que le monde n'est pas parfait, d'accepter que les relations sont telles qu'elles sont, d'accepter que, bah oui, ma belle-vie, elle est plus rigide que moi, ou elle est plus souple que moi, bah oui, que nos enfants sont différents, que nos enfants sont très sympas et agréables, et puis que des fois ils sont désagréables, d'accepter que le monde n'est pas parfait. Hein, on voit là aussi des grands-parents qui disent, ils sont rares, hein, et de dire on mange à midi. Hein, un homme me disait ça encore hier. Alors chez nous, on mangeait à 19h, c'était pas 19h01. Hein, mon père, c'était strict. Hein. Ah oui, des fois on mange à 19h15, des fois on mange pas, des fois on fait un peu de casse-croûte rapide. Le monde n'est pas parfait et transmettons ça à nos enfants pour qu'ils en acceptent l'imperfection et qu'ils le perfectionnent progressivement jusqu'à peut-être un perfectionnement de l'humanité, mais l'humanité se perfectionne au fur et à mesure de la vie. Et le troisième stade, c'est le stade d'illumination. Nous apprenons par l'amour et la joie. C'est l'amour et la compassion pour les autres, c'est la gratitude, c'est l'humilité qui nous grandit, qui nous fait la joie de vivre. Hein, quand j'anime mes groupes mémoire et que je vois les vieux profs qui ne veulent pas montrer leurs imperfections, qui ne savent pas, ils ne viennent plus au groupe parce qu'ils ont tellement honte de ne pas savoir un truc des fois du sein. Vous voyez, cet ex-polytechnicien qui savait plus ce qu'était un multiple de 3, il avait cette bienveillance de dire bah, des fois j'oublie, je ne sais pas. Et il gardait cette joie profonde, il apportait de la joie. Et il avait de la joie de pouvoir dire il y a des choses que je ne sais plus, ou que j'ai du mal de retrouver, ou ce morceau de musique classique, je me rappelle comment c'était, mais je ne sais plus le nom de l'auteur. Et le plaisir d'être humble, d'être limité, de ne pas savoir, et de continuer à avoir de la joie de vivre et de l'amour pour soi et pour les autres. C'est quelque chose sans doute qui nous enrichit et qui va enrichir nos petits-enfants. Hein. Et donc, c'est une bonne question qu'on pourrait se poser en terminant. Comment les échanges avec vos petits-enfants, avec nos petits-enfants, enrichissent nos vies? Qu'est-ce qu'ils viennent apporter comme interrogation sur la vie et qui fait que la vie est plus riche, que nos enfants enrichissent notre existence. Hein? Est-ce qu'ils nous apprennent une meilleure compréhension du monde, de l'espoir, avoir de la gratitude d'être encore en vie aujourd'hui et que la vie reste intéressante pour nous? Est-ce qu'on va apprendre plus de bienveillance, de tolérance, de complicité? Est-ce qu'on va développer notre sensibilité parce qu'on va oser pleurer devant nos petits-enfants, ce qu'on a caché à nos enfants? Est-ce qu'on va développer de l'intimité? Parce qu'avec nos petits-enfants, ben, on n'a pas la pression de l'école, on n'a pas la pression des devoirs, on n'a pas la pression. C'est plutôt quand on est en vacances et qu'on va pouvoir avoir du temps pour échanger. Hein. Comment les échanges avec nos petits-enfants enrichissent nos vies? Hein. Et on terminera par cette belle parole. Les petits-enfants sont la récompense que Dieu nous donne pour être devenus vieux. On peut se remercier pour ça et être heureux
d'être grands-parents. C'est ce que je vous souhaite à chacun de vous, même si j'ai pas entendu de réaction. On va peut-être prendre quelques minutes pour en avoir, soit pour une Alors, réaction, soit pour un bilan. tout à fait. Je pense que là, en fait, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez ouvrir vos micros avec le petit, enfin, pour ceux qui souhaitent prendre la parole, bien évidemment, ou si vous trouvez ça gênant de vous exprimer de vive voix, bien sûr, le mettre dans le chat. Mais voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir votre micro juste à côté du bouton partager ou quitter, et puis ben, partager votre ressenti par rapport à enfin, votre ressenti ou vos questions d'ailleurs, parce que vous avez peut-être certainement des questions, même si votre présentation était très complète et on vous en remercie, Monsieur Valla. Donc voilà, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Vous pouvez lever la main ou tout simplement ouvrir. Pour un retour qui confirme ce que j'ai pu dire, ou un avis complètement contraire, puisque je n'ai pas la vérité en matière de grands-parents, c'est juste un retour d'expérience. Donc vous pouvez être d'accord, pas d'accord, confirmer, critiquer. Vos réactions sont les bienvenues avant de nous quitter. Alors, donc on a un petit témoignage, voilà, une dame qui nous dit que c'était passionnant. Voilà, donc je pense que tous vos bons exemples ont contribué aussi à s'y retrouver et à, voilà, chaque grand-parent a certainement vécu une ou plusieurs situations que vous avez citées, hein, donc Peut-être faut-il aussi apprendre à accepter que le modèle de fonctionnement qu'on peut avoir n'est pas universel, qu'il y en a d'autres à côté, ce qui peut peut-être aussi plus facilement amener à légitimer l'attitude de ses propres enfants quand ils deviennent parents, en fait. Quand on a été soi-même parent, on a des schémas de fonctionnement, on pense qu'on fait bien, mais nos schémas ne sont peut-être pas universels et il y a peut-être d'autres façons de faire qu'il faut qu'on accepte pour aussi accompagner la nouvelle famille, nos propres enfants avec leurs enfants. Oh, que c'est beau, merci. Et oui, si nous avons plaisir à voyager en tant que grands-parents, c'est pour découvrir qu'il y a d'autres civilisations, d'autres façons de faire, et qu'elles sont intéressantes. Oui. Notre vision du monde n'est pas universelle, hein, et notre famille, qui va continuer à grandir, va sûrement fonctionner encore mieux que nous. Et donc, accepter que le modèle que nous avons en nous est un modèle qu'on a cru bien faire, on a pensé faire le mieux possible, c'est vrai. Comme nos parents ont fait le mieux qu'ils ont pu, et comment on peut s'ouvrir au monde. Et là, on va développer notre cerveau. Oui, chaque fois que nous ouvrons notre cerveau à des connaissances nouvelles, à des visions nouvelles du monde, nous nous enrichissons, nous empêchons nos cerveaux de dégénérer et nous développons la neurogénèse, le développement de nos cellules nerveuses et de nos connexions. Merci, votre remarque est riche au niveau cognitif, mais riche au niveau spirituel aussi, oui, et existentiel. alors, nous avons une autre petite remarque question. Pouvez-vous aborder en quelques mots la difficulté aussi d'être grands-parents aux yeux de nos propres parents, soit les arrière-grands-parents? Ah oui, ah oui, c'est intéressant aussi ça, cette question, parce que beaucoup de grands-parents ont encore un parent ou grands-parents. Là aussi, les arrière-grands-parents, alors soit vont avoir plaisir à voir autour d'eux. Nous avions une fête de famille il y a quelques jours, et où l'arrière-grand-mère avait photo avec tous ses petits-enfants, comprenait pas tout à fait tout, mais il avait vraiment du plaisir et elle écoute avec attention comment nous sommes grands-parents. Avec un petit peu sans doute de chagrin, parce qu'elle dit, peut-être moi en tant que grand-mère, je n'ai pas profité autant de mes petits-enfants que vous en profitez. Là aussi, les discussions sont riches de voir comment les arrière-grands-parents et les grands-parents peuvent échanger pour peut-être sentir que, là aussi, en tant que grands-parents, nous améliorons la fonction de grands-parents et que ça sera le tour de nos enfants, ils seront encore plus enrichis de cela. Oui. Nos enfants, enfin, ce que j'observe dans ma famille, puisqu'on a encore une arrière-grand-mère, nos enfants sont attentifs aux échanges que nous avons entre grands-parents et arrière-grands-parents. Et comment nous avons fait un peu de paix, parce qu'il y avait de la paix à faire dans cette famille, et c'est un sujet d'enrichissement pour nos propres enfants, de regarder comment nous traitons nous aussi encore la maman qui est encore là.
Et je trouve que les petits-enfants, dans ma famille en tout cas, ont plein de bienveillance pour cette arrière-grand-mère. Et peut-être que c'est nous, en tant que grands-parents, qui pouvons y contribuer. Alors, nous n'avons pas trop d'autres remarques, si ce n'est que vous avez été apprécié et demandé pour d'autres conférences. Hein, voilà. Je reviendrai avec plaisir. C'est un plaisir de transmettre, en tout cas. En tout cas, voilà, si on doit retenir, c'est qu'il faut donner, enfin voilà, que l'amour se partage librement en toute génération et que voilà, ça doit être aussi la bienveillance, la communication et l'amour doivent finalement être circuler entre les uns et les autres. Voilà, circuler, exactement. Exact, tout à fait. L'amour, plus on le partage, plus on en a. Oui, juste. Et c'est sans doute une partie de notre travail. Oui. Écoutez, je crois qu'on n'a plus de remarques. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Vallat, pour cette intervention vraiment très, très riche. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, on peut aussi remercier Sarah, qui nous a accompagnés aussi derrière son écran sans qu'on la voie, mais qui était présente pour la technique. Et heureusement qu'elle a pu nous soutenir aussi et nous accompagner. Donc, merci, Sarah. Voilà, ne l'oublions pas. Merci, Élodie. Nous vous transmettrons, alors aujourd'hui ou demain, enfin très prochainement, le lien le PowerPoint et le lien de replay de cette webconférence, hein, si vous souhaitez la partager autour de vous ou échanger justement peut-être avec vos enfants sur ce... voilà, c'est un petit peu l'idée. Hein, je vois Monsieur Vallat confirmer que c'est une bonne idée. Voilà, donc en tout cas, ça peut être un support pour vous pour pouvoir communiquer sur le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous ces bons conseils. Et puis, nous vous souhaitons une très, très bonne journée. Radiance est ravie de vous avoir accueilli et de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Merci à tous. Merci Françoise. Merci. Merci beaucoup.